Bonsoir à tous, bonsoir Kalima Khatim. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau. Vous êtes également élue locale de la Seine-Saint-Denis à Paris en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. On commence toujours notre émission par la tragédie de la bande de Gaza qui dure depuis maintenant presque 2 ans. Je pense que vous êtes très souvent exprimé à ce sujet de manière très émue et sincère. L'actualité récente est la volonté israélienne de reprendre le contrôle total de la bande de Gaza. Pensez-vous que la communauté internationale réussira à empêcher cela ? Alors, chose très complexe. S'ils avaient voulu... En fait, c'est pas une question de réussir c'est une question d'engagement. Est-ce qu'ils sont engagés à le faire ? Parce que réussir, ils pourraient réussir à le faire. Il y a énormément de moyens, que ce soit en France. On aurait dû déjà mettre des embargos sur les armes, on aurait dû déjà réprimander Israël depuis un certain moment, on aurait dû rompre les liens avec eux. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël... 18 paquets de sanctions, notamment contre la Russie. Énormément. Et on ne les a pas mis en place. Donc réussir, on pourrait réussir. Bien sûr qu'à l'international, ils ont le pouvoir pour arrêter ce massacre. Mais est-ce qu'ils ont la volonté de le faire ? Est-ce qu'ils sont prêts à s'engager à le faire ? Ça, c'est tout autre chose. C'est vrai qu'on arrive à un état critique de la situation où... on n'a plus besoin, je pense, à débattre sur ce terme de génocide, sauf pour les hypocrites et ceux qui sont aveugles de ce qu'il se passe. Mais effectivement, la question, c'est plutôt est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de s'engager en faveur de la paix et d'un État palestinien. Et ça, pour le coup, je pourrais même vous dire que même en France, c'est à demi-mot. Parce que vous avez beaucoup de déclarations de Jean-Noël Barrot, très fermes, mais derrière, il n'y a aucune action. Aucune. Donc, il faut mener la parole à l'acte. Et pour le moment, ce n'est pas fait. Est-ce que vous êtes satisfait un peu ou pas du rôle que joue en ce moment la diplomatie française sur la situation à Gaza ? Trop de en même temps et à la fin, une annonce de reconnaissance de la Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Mais la satisfaction, elle est biaisée. Clairement, on ne peut que se réjouir de reconnaître un État palestinien, mais on aurait dû le faire depuis bien longtemps. On ne peut que se réjouir des prises de position lorsque on a notre ministre des Affaires étrangères qui dit stop à Israël. Mais derrière, il n'y a rien. Donc, clairement, à part être la risée du monde, je ne vois pas en quoi ces paroles changeront l'avenir des Palestiniens. Reconnaître l'État palestinien, c'est un acte fort. Et d'ailleurs, au sein de mon association, je suis présidente de la Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau, au mois de septembre, nous avons appelé plusieurs organisations mondiales dans les pays du monde à reconnaître l'État palestinien au mois de septembre. C'est important de le reconnaître, mais derrière, il y a beaucoup de choses à mener. Il ne suffit pas que de parler. Première question donc concernant votre association, la Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau. Quel est son but principal et quelle est sa vocation aujourd'hui quand on voit la complication et les dissensions dans les relations entre les deux pays ? Je me dis heureusement qu'on l'a mis en place. La Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau, elle porte bien son nom. Elle est là pour consolider et apporter ce renouveau qui est déjà présent en Algérie. Lorsqu'on parle de l'Algérie, de nouvelle Algérie, on sait très bien que c'est pas un slogan creux. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué en Algérie. On sent bien qu'il y a un avant et un après 2019. Et on voulait apporter ce nouveau souffle à cette nouvelle passerelle quasi inexistante, on va se dire les choses telles qu'elles sont. On a vu plusieurs communautés en France s'organiser depuis des décennies. Ça a commencé bien avant nous et ça fonctionnait très bien sur différentes thématiques, que ce soit l'entrepreneuriat, la politique, la culture, la diplomatie, l'environnement, sur la jeunesse aussi, les universités, et ça fonctionnait très très bien. On s'est dit, il faut que les Algériens s'organisent en sachant que c'est la plus grosse communauté établie en France. Donc c'est parti de là.
Vous avez défrayé la chronique début juillet lors d'un face-à-face avec l'ancien avocat d'extrême droite français Gilbert Collard à propos de l'Algérie. On va regarder un petit extrait et on revient au débat. Pourtant, il y a bien des Israéliens qui sont prêts à mourir, des Franco-Israéliens qui sont prêts à mourir pour Israël et personne. Oui, mais pas contre la France. Ça choque personne. Je demande au président algérien de libérer Boualem Sansal, mais pas pour les mêmes raisons que vous. Pas en ayant un bras de fer, en ayant de la condescendance envers l'Algérie. Il est haut fonctionnaire algérien, Boualem Sansal. Il l'a été pendant des années. Il a trahi sa patrie. En France qu'on parle comme ça. En Allemagne, il y a 5 millions de Turcs qui sont totalement intégrés. En Allemagne, ils ne parlent pas comme ça. Aux États-Unis, ils ont eu le temps d'élire un président noir. On est encore au stade de lui, il est bon, lui, c'est un mauvais penseur. Je vois pas de rapport avec un président noir. Parce qu'on est dans un pays raciste qui se radicalise tous les jours. C'est à cause de vous qu'elle se radicalise. Parce que vous mettez des gens dans des cas. Vous n'avez pas d'injonction. Rendez-nous notre argent déjà. Non, mais arrêtez avec ça. Karima Katim, LFI, vous applaudissez Bruno Retailleau, vous vous dites c'est une honte? C'est une honte, clairement c'est une honte. Parce que déjà dans son discours, on voit bien, c'est un discours d'extrême droite, on parle d'intégration, d'assimilation. Deuxièmement, on sait pourquoi sont là ces gens. Est-ce que c'est difficile, Karima Katim, aujourd'hui de défendre l'Algérie sur des plateaux français et notamment CNews? Vous me posez la question après ces images. C'est plus que difficile. C'est un exercice très très difficile. Ça vous paraît facile peut-être à l'image comme ça. Souvent, ce qui me réchauffe le cœur, c'est toutes les personnes, pas que les Franco-Algériens. La communauté algérienne est très très solidaire vis-à-vis de moi, très empathique, très amenante. Mais pas que des amis de l'Algérie, des gens qui veulent la paix, des gens qui ont un lien particulier avec l'Algérie. Et c'est ce qui me donne la force de ne pas laisser cette chaise vide. Vous savez, un de mes mentors... Un de mes plus grands mentors m'a toujours dit on ne laisse jamais la chaise vide, même dans l'adversité. Et il se reconnaîtra, mais c'est compliqué parce que souvent sur ces plateaux, je suis face à 3 personnes qui sont là pour me manger tout cru. Et des fois, j'ai pas Jean-Marc de mon côté non plus. Du coup, je me retrouve avec 4 personnes. Donc, il faut, je pense, garder son calme, avoir les idées claires. De toute façon, je pense que c'est une sorte de détecteur de mensonges. Parce que lorsque vous allez dans ces émissions-là, ils sont plusieurs à vous questionner. Et si vous n'êtes pas honnête, sincère, vous allez finir par dire tout et son contraire. Mais quand vous dites ne pas laisser la chaise vide, c'est pas aussi une manière pour vous de justifier votre présence sur une chaîne de télévision qui est très controversée? Alors non. Moi, je n'ai pas à me justifier sur ma présence sur CNews. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, je comprends les gens qui boycottent CNews au vu du déferlement de haine et du fait de par leur position et de leur ligne éditoriale. Je comprends totalement. Mais moi, lorsque j'y vais et que je m'engage en tant que Karima Katim qui veut parler tout haut, je veux dire les choses tout haut, de ce que la population française, y compris les Franco-Algériens, pense tout bas. Et je l'assume pleinement. Moi, je ne demande pas aux gens de changer d'avis sur cette chaîne. Je leur dis juste que je suis là parce que je ne veux pas laisser cette chaise vide. Et je me rappelle d'une époque, il y a quelques années, où je regardais ces news et je me disais, mais si j'étais là, j'aurais dit ça. Et c'était frustrant derrière ma télé. Et maintenant, j'ai l'occasion de le faire. Et pour l'instant, ça fonctionne bien. J'ai de très, très bons retours sur les Français en particulier qui me félicitent. Bon, j'ai beaucoup de menaces aussi. Je ne vous cache pas que je suis menacée de mort. Juste avant d'arriver en Algérie, j'ai reçu un courrier chez ma maman avec des croix gammées en me disant « on a retrouvé l'adresse de ta mère et on va te faire la peau ». Donc oui, effectivement, il y a des risques. J'ai décidé de prendre ces risques, j'ai décidé de prendre la parole et j'assume pleinement. Même s'il y a des membres de votre propre parti politique, avant que vous n'annonciez votre démission, qui boycottent CNews. Non, ils ne boycottent pas CNews parce qu'ils passent à la matinale. Oui. Ils boycottent certains plateaux de CNews, mais sauf que moi, lorsque j'y vais, moi, ce n'est pas mon parti qui m'a poussée à faire de la télé. J'avais commencé déjà avec RT France, j'ai fait France 2, je suis passée sur plusieurs chaînes. Tous les médias mal vus ou officiellement mal vus par les autorités notamment.
Pas forcément mal vu, mais là où il y a du débat sans filtre. Et donc, j'ai continué dans ma lancée. Je ne me suis pas posé la question, est-ce que ça va être bien vu par mon parti ou pas ? Quand je m'engage pour mes idées, non pas pour un parti. Et ça peut être un défaut, en se disant, c'est un peu un électron libre, cette demoiselle, mais c'est une qualité aussi, parce que je suis sincère dans ma ligne politique et dans mes fonctions. Vous êtes souvent questionné, Karima Khatim, sur l'affaire Boualem Sansal. Vous dites qu'il faut solliciter sa libération sans prendre de haut les autorités algériennes. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que les Français s'y prennent mal pour obtenir sa libération ? Ah oui, mais dès le départ. Dès le départ, et on ne m'a pas laissé en placer une. Moi, j'estime que tous les pays sont souverains. Et que si Boualem Sansal, et encore plus c'est vrai, c'est mon pays d'origine, je le chéris, et je ne l'ai jamais caché, mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas objective. Et Boualem Sansal, s'il a commis une infraction, des exactions ou autre en Algérie, il se doit d'être jugé devant cette justice totalement honorable. L'Algérie est souveraine. Elle n'a pas de leçon à recevoir de quiconque, et encore moins de nous en France. C'est-à-dire que nous, on ne s'ingère pas. J'ai même donné l'exemple de... Imaginez, l'Algérie pourrait en faire de même, s'ingérer dans des affaires françaises et en faire une affaire politique. On n'en sortirait jamais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Boualem Sansal, sa liberté, bien sûr que oui, on a un peu d'empathie, parce qu'on se dit, le monsieur est très âgé, il est malade. On a vu des vidéos aussi circuler, donc j'ai envie de vous dire, et c'est ce que je disais sur les plateaux, si je trahis ma patrie française, si j'arrive à un statut de haut fonctionnaire et que je délivre des secrets d'État, ou que je parle avec une entité pour laquelle mon gouvernement est contre, j'ai trahi ma patrie. Donc forcément, je vais être jugée. Je pense qu'en France, on m'aurait mis aussi en prison. Est-ce que pour autant, j'aurais pleuré dans les chaumières ? Je pense qu'il a pris des risques, il doit les assumer. Après, qu'on demande à l'Algérie d'être empathique, ou de gracier, ou de revoir, ou de parler diplomatiquement de manière discrète, de faire une diplomatie discrète et efficace, non pas de haut-parleurs, sans les offenser, de discuter avec le président, je pense qu'il y aurait une toute autre tournure sur cette affaire. Moi, je pense que l'Algérie aurait été, et je pense, est en capacité de le libérer. Mais ce n'est pas en ayant cet état condescendant, paternaliste, limite coloniale encore, parce qu'on est quand même marqué, notre ADN est marqué par la colonisation. C'est pas en ayant cette posture-là qu'on obtiendra quelque chose de l'Algérie. J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès. S'ils aimaient autant Boualem Sansal, ils n'auraient pas tenu cette posture. Ils l'ont envoyé tout droit, j'ai envie de vous dire, en prison. Donc, j'ai pas trouvé ça logique. Ça m'a beaucoup énervé. Vous considérez que tous ces propos tenus par la droite française et l'extrême droite c'est-à-dire contribue à son maintien en détention. Moi, j'ai envie de vous dire vraiment de manière très claire et de manière très concrète, comme j'aurais pu le dire sur un plateau, j'ai l'impression que si j'avais eu M. Boualem Sansal devant moi, j'aurais dit cheikh. J'aurais dit, mais regardez de quelle manière il vous traite. Donc, si vous êtes en connivence, s'il s'est passé quoi que ce soit, vous vous êtes fait avoir. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas de cette manière-là qu'ils vous aident. Là, ils sont en train de vous enfoncer. Et d'aider Boualem Sansal, ce n'est pas en ayant un air condescendant, en disant on va en guerre contre l'Algérie pour libérer Boualem Sansal. Et je trouve ça bizarre. Il y avait d'autres prisonniers un peu partout dans le monde. Ils ne sont jamais allés en guerre. Il y a des prisonniers politiques français un peu partout. Donc là, c'était vachement politique. Et à sa place, je me serais sentie mal. À la place de Boualem Sansal, je me serais sentie trahie. Nouvel épisode dans les tensions algéro-françaises. Le président français a envoyé une lettre la semaine dernière à son Premier ministre, déclenchant ainsi une nouvelle escalade dans les relations entre les deux pays, en annonçant notamment la suspension effective de l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques. Qu'est-ce qui a poussé, selon vous, le président français à aller dans cette direction et à réagir encore une fois maintenant ? Clairement, on va pas. Il a cédé à l'extrême droite. Pour moi, il a cédé à l'extrême droite. Il y a cette analyse-là. Il y a le fait que
Il y a Bruno Retailleau qui veut se présenter en 2027. Emmanuel Macron qui veut garder cette posture de leader sans pouvoir se dédouaner, tout en flattant l'électorat d'extrême droite. Donc ils sont clairement dans du populisme. De l'électoralisme. Ils préparent 2027, ça se chamaille en interne. Ensuite, on est en connivence. Je comprends absolument pas sa réaction parce qu'on a un Emmanuel Macron en 2017 qui avait un tout autre discours. Et aujourd'hui, vis-à-vis de l'Algérie, de suivre l'extrême droite, c'est plus qu'une trahison pour les Franco-Algériens. Plus qu'une trahison. Et il ne faut pas oublier que c'est un électorat très très fort en France. Et je sais qu'ils sauront s'en souvenir. Est-ce que vous considérez que la diaspora algérienne paye un peu le prix de cette discorde algéro-française ? Elle le paye tous les jours. Le paye tous les jours. Même avant la crise, vous voulez dire, ou c'est encore plus avec la crise ? Avant la crise, il y avait, on a toujours eu, mais vous savez très bien qu'il y a une partie il y a une frange en France qui est très, très raciste, des Arabes et des Noirs en général, les Algériens un peu plus avec leur histoire, mais on a su un petit peu, vous savez, la jeunesse algérienne, elle s'implante partout, on a beaucoup d'élites algériennes en France. Et c'est une de nos fiertés. On s'est très, très bien intégrés. Nous ne sommes pas des gens qui nous assimilons parce que nous décidons de ne pas renier nos origines, parce qu'ils souhaiteraient que nous soyons en phase d'assimilation, mais nous sommes pleinement intégrés et nous préférons l'intégration à l'assimilation. Je ne me vois pas faire un déni de mes origines pour me sentir française. Je me sens 100% française, 100% algérienne. C'est ce que vous avez dit. Ouais. C'est ce que j'ai toujours dit. Donc, j'ai pas besoin d'être assimilée, j'ai besoin d'être intégrée, d'aimer ma patrie française comme aimer ma patrie mère algérienne, suivre les règles, respecter les lois de la République et me battre sur le territoire français comme je le fais en tant qu'élue française, tout en ayant un esprit objectif. Voilà. Et c'est ce que je fais au quotidien. Et oui, les Algériens en payent le prix encore plus aujourd'hui, parce qu'on a ubérisé la parole, parce qu'on a délié des langues, parce que l'extrême droite, depuis l'arrivée de Zemmour ces 10 dernières années, avec ses propos, en plus il a été condamné à plusieurs reprises, il y a une volonté d'ubériser cette parole, venant en plus d'un indigène qui a été nationalisé par le décret Crémieux. C'est un peu... on a l'impression qu'ils se moquent un peu beaucoup de nous, mais on en souffre beaucoup. Et à toutes les échelles, c'est-à-dire dans la rue, c'est-à-dire au niveau du travail, lorsqu'on recherche du travail, au niveau des institutions. Regardez, je tiens des propos plutôt corrects. J'essaie d'être la plus juste, mais pour eux, je suis une pièce maîtresse ou un chien de garde, comme ils disent, de la junte militaire algérienne. Vous avez déclaré en avril dernier que la diaspora algérienne est constamment mise sous pression, utilisée comme un épouvantail dans le débat politique français. On la pointe du doigt dès qu'une crise éclate, alors qu'elle est un acteur essentiel du tissu social et économique. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui, une volonté de brimer et de marginaliser la diaspora algérienne en France? Oui, parce qu'à chaque fois qu'on veut noyer le poisson sur des sujets politiques qui touchent notre quotidien en France, les Français sont touchés par beaucoup d'axes en ce moment. On a un pays qui va pas très bien. On a beaucoup de choses à régler en interne. Je suis pas là non plus pour détailler une France qui s'écroule, mais c'est une France qui me fait mal au cœur parce qu'elle a beaucoup de potentiel, il peut y faire bon vivre, mais ces dernières années, c'est les Français qui souffrent dans leur ensemble des histoires de pouvoir d'achat, de retraite, d'inégalité, d'inéquité carrément. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on veut couvrir ce genre de problème, on prend le sujet algérien qui est passionnel et passionné. Et forcément, avec une forte communauté algérienne établie en France, ça crée le buzz. Donc, pour noyer le poisson sur des thématiques qui touchent tous les Français, on utilise souvent comme bouc émissaire l'Algérie en France. Et d'ailleurs, je remercie Ségolène Royal qui a pointé du doigt avant-hier, je crois, la même analyse que j'ai faite.
On va parler de mémoire maintenant, Karima Katim. Est-ce que vous pensez que la France officielle répond suffisamment aux attentes de la communauté algérienne en matière de reconnaissance sur la colonisation ? Non, pas du tout. Ils agissent de la même manière qu'avec les Palestiniens. On en parlait en début d'émission. Mener les paroles à l'acte, c'est important. Il ne suffit pas de reconnaître au micro. Et ça aussi, ça a été mal vu. Je leur ai dit, mais vous vous rendez pas compte, on a un président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, qui nous dit, on ne veut pas de votre argent, on ne veut même pas que vous vous excusiez de ce qu'ont fait vos ancêtres, on veut que vous reconnaissiez. C'est important la reconnaissance pour pouvoir passer à autre chose, tourner une autre page. C'est pas dire faire un déni de ce qui s'est passé, mais pour vous pouvoir bien regarder l'avenir, transmettre à nos enfants et se dire que nous lisons la même histoire. Il y a eu des moments très douloureux et il y aura prochainement, je l'espère, des moments beaucoup plus fraternels. Et pour arriver à ce cap-là, il faut savoir écrire l'histoire, il faut savoir y faire face avec courage. Et c'est pas pour autant qu'on va se détester, parce que de toute façon, les Algériens ne détestent pas la France et les Français. Ils détestent la colonisation. Nos grands-parents ont combattu le colonialisme, pas la France et les Français. Et ils ont du mal à faire ce distinguo-là, où je pense qu'il faut un déni pour ne pas avancer sur le sujet. Mais c'est un point de non-retour au niveau des Algériens établis en France et des Algériens tout court. La reconnaissance, ça fait partie de notre ADN. On ne lâchera pas. Et je fais partie de cette génération qui ne lâchera pas sur ce sujet-là. La colonisation, crime contre l'humanité, propos tenus en 2017, ici même à Alger, par Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle. Avec le temps qui passe, et alors qu'on s'approche des échéances électorales 2027, est-ce que vous pensez qu'il sera de plus en plus difficile d'obtenir une reconnaissance sur les méfaits de la colonisation ? Je vous pose cette question avec la montée de la droite et de l'extrême droite en France. Alors moi je vous le dis, on l'aura, et elle se fera par les enfants. Elle se fera par ce cordon ombilical. Nous sommes le cordon ombilical entre la France et l'Algérie. Et comme je vous le dis, je vous le répète, je fais partie de cette génération qui ne lâchera pas. Alors aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron, Bruno Retailleau. Des Bruno Retailleau, il y en aura toujours. D'accord ? Emmanuel Macron, malheureusement, a fait cette machine arrière symbolique, on va dire, depuis 2017. D'ailleurs, vous devez être vous-même déçu parce que vous étiez présent lors de cette interview. C'est bien dommage, mais moi, je pense que tous ces projets de devoir de mémoire sont à prendre à bras-le-corps par les enfants concernés. Et je pense que les gouvernements finiront par entendre nos voix. Et nous sommes les ambassadeurs de ces deux rives. Nous voulons construire quelque chose de solide. Nous souhaitons qu'il y ait une reconnaissance, une histoire coécrite et non pas biaisée ou remplie de déni, pour pouvoir passer à une diplomatie beaucoup plus efficace entre les deux rives pour le bien-être, encore une fois, de ces enfants sur les deux rives. Il y a des attaques contre ceux qui veulent reconnaître la colonisation, des attaques contre la diaspora, mais aussi des attaques contre la Grande Mosquée de Paris, notamment son recteur. Est-ce que vous considérez que la Grande Mosquée de Paris continue à avoir un rôle important de rapprochement entre les deux pays, et pourquoi on l'attaque dans ce cas-là ? Alors, la Mosquée de Paris a toujours eu un rôle important sur le rapprochement, parce que, on ne va pas refaire l'histoire de la Mosquée de Paris, mais elle a toujours eu un acte positif sur l'image et sur la religion, ce qu'on peut penser de la religion. Il faut savoir qu'on a les meilleurs imams qui sont formés en Algérie, et j'en ai connaissance. Mais aussi, d'un point de vue diplomatique, on va dire, sans le vouloir, ou peut-être que c'est voulu, mais en tout cas,
C'est très bien fait, ça a toujours été fluide. Et c'est vrai qu'elle se retrouve prisonnière de ces distensions entre la France et l'Algérie ces derniers temps. Et le recteur est très, très, très attaqué là-dessus. Il est attaqué constamment. Encore un article sur Le Figaro qui est sorti hier ou avant-hier. Sur Libération. Sur Libération. Ouais. Libération. Juste avant ça, on a le charlatan... prétendu lanceur d'alerte de la France, Chawki Ben Zahra, qui s'est amusé à l'invectiver et à l'attaquer sur ses réseaux. S'il est ciblé, c'est que il a travaillé avec sincérité. Aujourd'hui, si vous regardez bien, ceux qui sont ciblés, c'est ceux qui disent les choses telles qu'elles sont. Mais qu'est-ce qu'il a fait, monsieur le recteur ? Qu'a-t-il fait de mal pour qu'on l'attaque de cette manière ? Attaque-t-on le CRIF, attaque-t-on les rabbins de ce qui se passe en Palestine ? Et dès la première distension entre la France et l'Algérie, on attaque monsieur le recteur, qui n'est même pas lui-même imam en plus. Hein. Il est avocat. Il est avocat. Il a toujours prôné pour la liberté. Il a beaucoup travaillé sur le sujet de la femme. Il a toujours essayé d'ouvrir à toutes les communautés, que ce soit religieuses ou de nationalité, la Grande Mosquée de Paris. Donc aujourd'hui, on l'attaque symboliquement. On l'attaque parce qu'algérien. Vous êtes concerné aussi par la question du Sahara occidental, peut-être un peu moins votre parti politique, ou du moins le parti qui était le vôtre, puisque vous avez annoncé votre démission de la France insoumise. Beaucoup d'observateurs considèrent que la France insoumise a un rôle et une position ambiguë sur la question du Sahara occidental. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Vous savez, chaque homme politique a son histoire. Et de par son histoire, ça crée des liens. Je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas très à l'aise avec cette question. Je parle sans langue de bois. J'ai énormément de respect pour ce monsieur. J'ai énormément de respect pour le parti qu'il a monté. Enfin, c'est un mouvement, la France insoumise, et pour le parcours qu'ils ont emprunté. Cependant, sur la question du Sahara occidental, effectivement, c'est vague. Parce qu'on peut considérer que... ça reste le chef de parti, même s'il n'est pas le président du mouvement, et une position. S'il a une position, tous ses députés suivent cette position. Lorsqu'on s'engage dans un mouvement, dans un parti, nous devons de suivre cette position. Et si pour lui, c'était clair, je ne comprends pas pourquoi pour les députés, ce n'est pas clair. Les députés ne peuvent pas parler de Sahara occidental ou de marocanité du Sahara en sachant que leur chef de parti est pour la ligne de l'ONU. Et j'ai trouvé ça très, 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 très ambigu. Vous savez, si vous êtes sur la ligne du droit international, vous êtes pour l'autodétermination des peuples. Voilà, vous êtes pour le référendum. Et c'est ce que j'aurais aimé entendre de tous les députés de la France insoumise. C'est-à-dire que les Sahraouis sont libres de choisir leur destin. Comme nous nous battons au quotidien pour les Palestiniens afin qu'ils puissent choisir leur destin, avoir leur propre État. Le président français en a décidé autrement le 30 juillet 2024. Oui, de manière unilatérale, sans demander aux Français ce qu'ils en pensaient, en envoyant un courrier. En fait, le président français, c'est le roi des courriers. Il envoie un courrier au Figaro, et puis en annonçant au Premier ministre que voilà, il y a des dissensions avec l'Algérie concernant Boualem Sansal. Puis là, il a envoyé un courrier au roi, et bizarrement, encore une fois, qui a fuité dans... C'est de l'amateurisme politique. Pouvons-nous aujourd'hui donner de la crédibilité aux annonces du président, parce qu'elles ne sont même pas faites par un canal politique, elles ne sont même pas faites par un canal légal. Donc, j'avais l'impression que c'était une reconnaissance pour faire plaisir. Ce n'était pas une reconnaissance construite, établie sur une réflexion commune avec ses ministres, avec la population qui est en adéquation avec les idées. J'ai l'impression que M. Emmanuel Macron arrive à un stade où il prend des décisions
comme bon lui semble et pour faire plaisir aux uns aux autres, le tout en même temps. Et c'est ce qu'on lui reproche dans tout, sauf qu'à un moment donné, le français n'est pas dupe, puis les politiciens, l'international non plus. Et c'est comme ça qu'on devient un peu la risée du monde en ce moment, politiquement en France. Et c'est ce qui me chagrine, parce que mon côté français que je revendique et que je chéris en prend un coup. J'aurais aimé une diplomatie efficace, j'aurais aimé des hommes d'État, tels que Dominique de Villepin, par exemple, qui tient ses engagements, qui tient une ligne politique. Jean-Luc Mélenchon, c'est dommage qu'il ait vacillé ou qu'ils aient ce moment de brouillard, parce que lorsqu'on est droit dans ses pompes et qu'on suit le droit international, on le suit jusqu'au bout. Karima Khatim, je vais vous faire réagir à la fin de notre face-à-face sur 2 thèmes d'actualité de cette semaine. Le premier, c'est l'accord de paix qui a été signé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. On parle beaucoup de Donald Trump comme futur prix Nobel de la paix, après les accords de paix notamment entre le Rwanda et la RDC, Arménie, Azerbaïdjan, Pakistan et l'Inde. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose? Je devine un peu votre réponse, mais... Écoutez, faiseur de paix, lorsqu'il avait le projet de faire une Riviera sur la bande de Gaza, excusez-moi, mais ça va trop loin. Je sais même pas quoi dire. Je vais respecter l'homme d'État, parce que j'ai toujours respecté la souveraineté de tous les pays, et que je suis pas là pour invectiver ni manquer de respect aux États, mais il faut arrêter de se moquer du monde, et va falloir retourner vers un peu d'humanisme et d'intelligence, et un faiseur de paix, c'est dur à avoir. Aujourd'hui, il y en a très très peu. C'est pas parce que c'est mon pays, hein, mais l'Algérie le mérite amplement de par ses positions. Les États-Unis ont beaucoup joué. Ils jouent très très bien depuis des années. Ils sont connus pour être une grande puissance. C'est de la politique. On n'est pas dans un jeu de bisounours, mais quand même, prix Nobel de la paix. Je pense que moi, en tout cas, ça me touche. Ça me touche, ça me fait mal. Et ça serait choquant peut-être. Très choquant. Mais possible. Tout est faisable, tout est possible. Vous voyez pas que j'ai l'impression qu'on est dans un monde intermédiaire où ce qui est de factuel devient le néfaste, et ce qui est néfaste devient le normal. Et j'ai l'impression qu'on vit les choses à l'envers parce qu'on s'est détaché de toute émotion et il n'y a plus d'humanisme. Deuxième thème d'actualité, une prochaine rencontre la semaine prochaine sur l'Ukraine, une rencontre russo-américaine. Est-ce que vous pensez que la paix est possible dans ce pays après 2 ans de guerre? Elle est fortement possible, mais pas au détriment des demandes de la Russie. Ils ont eu beau taper sur la Russie ne vacillera pas. Et ils donnent raison à la Russie. Tout ce qui se passe dans le monde donne raison à la Russie. On avait beau, en France, défendre les Ukrainiens, ce qui leur arrivait. Mais aujourd'hui, en regardant ce qui se passe de près, quand vous regardez le conflit israélo-palestinien, vous ne pouvez pas défendre la Palestine en vous disant Poutine a tort ou l'autre a raison. C'est très, très, très complexe. Et donc, on a un président des États-Unis qui demande une Riviera à Gaza, mais qui condamne Poutine parce qu'il tape des Ukrainiens. Mais non, mais bientôt, ils vont taper Taïwan, le Japon. Vous le savez très bien. On est juste en train de donner l'autorisation à des pays d'aller attaquer. Merci Karima Khatim d'avoir été notre invitée. Vous êtes la présidente de la Fédération franco-algérienne de consolidation et du renouveau. À très bientôt. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.